La ville de London, au Kentucky, est située dans une région rurale entourée de collines où l'on cultive principalement le tabac. Dans cette région aux valeurs traditionnalistes, vivent de nombreuses familles d'agriculteurs depuis plusieurs générations. La plupart des gens se connaissent bien et se font confiance. Le 25 novembre 1995, à 11 h du matin, la veille du week-end de la fête de l'Action de grâce, les enfants de l'école élémentaire de Paces Creek se préparaient à partager un repas de fête avant de partir en congé. Scotty Baker, âgé de 10 ans, était particulièrement excité. Après l'école, il devait se rendre chez sa grand-mère, où son père viendrait le chercher le lendemain matin. Scotty devait passer tout le week-end sur la route avec son père dans son camion. Depuis que ses parents avaient divorcé, Scotty adorait chaque instant passé avec son père et il aimait particulièrement monter à bord du camion que son père conduisait pour son travail. Tout de suite après un cours particulier, au début de l'après-midi, Scotty prendrait l'autobus de 15 h pour se rendre chez sa grand-mère. Pour Ruth, la mère de Scotty, ce serait la première fois qu'elle fêterait l'Action de grâce sans son plus jeune fils. Sa fille et elle décidèrent de faire une surprise à Scotty en allant le chercher avant qu'il ne prenne l'autobus. Elle n'avait que ce qu'il restait de la journée pour passer un peu de temps avec son fils avant que celui-ci ne rejoigne son père. Ruth attendit dans la voiture pendant que sa fille allait chercher Scotty dans l'école. Je suis allée chercher Scotty à l'école, plutôt que de le laisser prendre l'autobus jusque chez sa grand-mère, parce qu'il devait partir pour tout le week-end de l'Action de grâce avec son père. Je voulais le voir avant son départ. La sœur de Scotty demanda à ses camarades de classe s'ils l'avaient vu, mais personne ne savait où il se trouvait. Son professeur déclara qu'il ne s'était pas présenté à son cours particulier. Elle s'était dit qu'il avait peut-être décidé de sécher le cours. J'ai cru qu'il y avait eu un malentendu. Il ignorait que j'irais le chercher à l'école ce jour-là. J'ai pensé qu'il avait pris l'autobus pour aller chez sa grand-mère et qu'on l'avait manqué. Comme la grand-mère de Scotty n'habitait pas loin de là, le garçon était assurément déjà arrivé chez elle. Mais celle-ci déclara qu'elle ne l'avait pas vu descendre de l'autobus ce jour-là. Ruth appela les amis de son fils dans le quartier. Mais personne n'avait vu Scotty non plus. Quand on a cherché dans le quartier et qu'on s'est rendu compte qu'il ne se trouvait chez aucun de ses amis, on est retourné à l'école en se disant qu'il y était peut-être resté pour une raison ou pour une autre, qu'il avait peut-être manqué l'autobus. On ne savait trop que penser. Scotty n'était pas monté à bord de l'autobus. Il ne se trouvait chez aucun de ses amis et il n'avait rien dit ni à moi ni à sa grand-mère. Ruth rencontra le principal de l'école dans son bureau et lui demanda de l'aider à retrouver son fils. À cette heure, tous les professeurs étaient rentrés chez eux pour le week-end de congé. Le principal lui dit qu'il tenterait de rejoindre les professeurs de Scotty chez eux. C'est alors que Ruth remarqua un détail troublant. Le registre de l'école indiquait que Scotty avait quitté l'école à 11 h 20 ce jour-là. Le registre se trouvait sur le bureau. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai aperçu son nom. On pouvait y lire que Scotty Baker avait quitté l'école. C'est une certaine Patricia Smith qui avait signé le registre. Ruth connaissait ce nom. Le père de Scotty avait une cousine qui s'appelait ainsi et elle l'avait rencontrée à une seule occasion quelques années plus tôt. C'était plutôt étrange que cette cousine soit venue chercher Scotty sans le dire à personne de la famille, surtout qu'elle n'y était pas autorisée. Le principal appela la secrétaire de l'école pour tenter d'en savoir un peu plus. Il la rejoignit à l'hôpital où elle était allée rendre visite à un parent malade. Le principal lui demanda si elle avait vu une certaine Patricia Smith venir chercher Scotty 6 heures plus tôt. La secrétaire répondit par l'affirmative.
Elle déclara que cette Patricia Smith, une femme aux cheveux foncés et portant des lunettes, était entrée dans le bureau vers 11h15. La jeune femme dit qu'elle était la cousine de Scotty et qu'elle venait le chercher pour le conduire à son père. Lorsque le groupe de 5e année de Scotty passa devant le bureau pour leur repas de fête, la secrétaire intercepta Scotty pour lui annoncer la bonne nouvelle. Sa cousine était venue le chercher. La secrétaire connaissait presque tous les parents des élèves, mais elle n'avait jamais vu Patricia Smith auparavant. Scotty n'avait nullement paru effrayé en voyant cette femme et il était parti de son plein gré. Le principal transmit ces informations à Ruth. Elle fut en colère d'apprendre que l'on avait permis à Scotty de quitter l'école avec une autre personne sans sa permission. On m'a dit que cette femme devait l'amener voir son père. C'était vraisemblable parce que si Donnie était sur la route et ne pouvait s'arrêter que pour un court laps de temps, il aurait bien pu demander à quelqu'un d'aller chercher notre enfant. Mais ce qui m'est apparu étrange, c'est qu'il s'agissait de quelqu'un que Scotty n'avait jamais rencontré. Ruth ne connaissait pas Patricia Smith très bien et n'avait pas son numéro de téléphone non plus. Elle demanda au principal de contacter les autorités. La police d'État du Kentucky envoya 2 agents à l'école pour aider à retracer l'enfant. Le principal remit à la police la photo de Scotty Baker et lui fournit les noms et les adresses de tous ses camarades de classe de 5e année. Ruth déclara aux policiers qu'on avait vu son fils pour la dernière fois 6 heures plus tôt, alors qu'il quittait l'école avec une certaine Patricia Smith. Bien que son ex-mari eût une parente du même nom, Ruth ne put fournir son adresse ni son numéro de téléphone. La première tâche des enquêteurs était de retracer cette cousine. L'ex-détective Larry Lewis de la police d'État du Kentucky découvrit alors que Patricia Smith, la cousine de Donnie Baker, vivait tout près de l'école. Nous sommes allés chez Patricia Smith, la cousine de Donnie, pour l'interroger. Elle ne correspondait en rien à la description de l'autre Patricia Smith et elle avait un alibi solide. Pendant la soirée, les policiers se mirent à la recherche de toutes les Patricia Smith dans un rayon de 160 km de l'école de Scotty. Ils en trouvèrent plusieurs. Toutes se préparaient à la fête de l'Action de grâce. Mais aucune d'entre elles ne ressemblait à la femme décrite par la secrétaire de l'école et elles avaient toutes des alibis. Ruth tenta ensuite de joindre son ex-mari Donnie afin de lui demander s'il ne savait pas quelque chose. Elle laissa un message à son attention au gérant de la société de transport pour laquelle il travaillait. Celui-ci lui dit que Donnie était quelque part sur l'autoroute en direction d'Ottawa en Illinois, où il devait effectuer une livraison. On a attendu son appel. J'espérais qu'il savait où se trouvait notre fils. C'était mon seul espoir à ce moment-là. Donnie saurait avec qui Scotty se trouvait quand on lui dirait qu'on était tous à sa recherche. À 22 heures, soit plus de 10 heures après la disparition de Scotty, les enquêteurs n'avaient toujours pas de piste solide. Comme ils n'avaient reçu aucune demande de rançon, ils se tournèrent de nouveau vers la famille de Scotty et leurs amis. La belle-mère de Scotty, Stephanie Baker, ne s'éloignait pas du téléphone. Peut-être que quelqu'un de l'entourage de l'enfant en savait plus que ce qu'il disait. Dans les cas d'enlèvement d'enfants, c'est généralement un des parents qui a commis le crime, puisque ce sont eux qui ont le plus facilement accès à l'enfant. Ruth, la mère de Scotty, était consciente de ce fait et elle était bien prête à fournir aux enquêteurs tout ce dont ils pouvaient avoir besoin pour les aider à trouver son fils. Bien entendu, pour les autorités, la première hypothèse était que la mère ou le père étaient mêlés à cette disparition. Ce sont les premières personnes sur lesquelles la police fait enquête. Et dans notre cas, il était d'autant plus probable qu'on soit considérés comme des suspects, surtout que Donnie et moi étions divorcés. Les détectives interrogèrent Ruth sur sa relation avec son ex-mari Donnie. Elle déclara que Donnie et elle avaient des rapports un peu froids, mais pour le bien de Scotty, ils avaient décidé d'être respectueux l'un envers l'autre. Le couple avait divorcé 5 ans plus tôt.
Selon elle, les procédures s'étaient déroulées dans la hargne et la garde de leur fils avait été le point qui avait généré le plus de discussions. Après toutes ces disputes, Ruth et Donnie s'étaient entendus pour avoir la garde partagée de l'enfant. À sa connaissance, quand il s'occupait de Scotty le week-end, son ex-mari le traitait toujours bien. De fait, Ruth croyait que la seule personne qui pouvait en vouloir à son enfant était Stephanie, la femme de Donnie, qu'il avait épousée 9 mois plus tôt. Selon Ruth, Stephanie était jalouse de la relation étroite entre Scotty et son père. Je connaissais très peu Stephanie et ce que j'en savais, c'était parce que Scotty disait. Et il ne m'en parlait pas beaucoup. Il m'avait confié qu'il ne voulait plus aller chez eux parce qu'il ne voulait pas voir Stephanie. Je me suis dit que c'était sans doute parce qu'il sentait qu'elle était jalouse de lui. Les enquêteurs croyaient que Ruth était peut-être jalouse elle aussi de la nouvelle femme de Donnie et du temps que Stephanie et Donnie passaient ensemble avec le garçon de 10 ans. La situation était donc complexe. Le détective Lewis croyait quant à lui qu'au moins un des responsables de l'enfant était vraisemblablement à la source de sa disparition. Dès le début, on disposait de plusieurs suspects. Il y avait cette Stephanie Baker, la belle-mère de l'enfant, Donnie Baker, le père, et Ruth Baker, la mère. Il semblait y avoir un conflit entre Ruth et Stephanie. C'étaient donc nos 3 suspects principaux. À minuit, le 26 novembre, Scotty avait maintenant disparu depuis plus de 12 heures. Le père de Scotty, Donnie Baker, rentrait de l'Illinois où on lui avait appris la nouvelle de la disparition de son fils. Il avait laissé sa remorque et avait demandé à un ami de le reconduire à London. Stephanie, la femme de Donnie et son père, l'attendait au relais routier. Il n'avait pas la bonne nouvelle qu'espérait entendre Donnie. Tous étaient exténués, mais Donnie insista pour se mettre immédiatement à la recherche de Scotty. Il se rendit avec Stephanie dans un bois où le père et le fils chassaient souvent et pratiquaient le tir à la cible ensemble. Mais il n'y avait aucune trace de l'enfant. L'aube approchait quand Stephanie supplia Donnie d'abandonner les recherches et de rentrer à la maison avec elle. Il finit par céder. Tôt le matin de la fête de l'Action de grâce, Donnie et son ex-femme Ruth se mirent à distribuer des photos de Scotty. La disparition de leur enfant depuis près de 24 heures commençait à susciter de la tension entre eux. Ils se mirent à s'accuser réciproquement d'avoir enlevé Scotty et de le séquestrer quelque part. Malgré cette dispute, Donnie et Ruth poursuivirent toutefois leurs recherches. Ils placardèrent des affiches dans tous les commerces ouverts. En cette fête célébrée par de nombreuses réunions familiales, ils n'eurent guère d'appels indiquant qu'on avait aperçu leur fils. Tout au plus espérait-il qu'il soit toujours en vie. Le jour de l'Action de grâce 1992, la police d'État du Kentucky n'avait toujours aucune piste sur l'endroit où se trouvait Scotty Baker, un garçon de 10 ans. L'enfant avait été enlevé à son école la veille par une jeune femme qui avait déclaré être la cousine de son père. Le père de Scotty, Donnie, un camionneur, était sur la route quand l'enfant avait disparu. La police se rendit chez lui pour l'interroger, lui ainsi que sa jeune épouse Stephanie, avec laquelle il était marié depuis 9 mois. Les enquêteurs croyaient que quelqu'un dans l'entourage immédiat de l'enfant en savait plus que ce qu'il disait. Le policier leur dit qu'il devait les interroger séparément. Il voulait éviter que la présence de l'un n'influence les réponses de l'autre. Donnie Baker semblait anxieux, mais il assura le policier qu'il collaborerait de son mieux. Il
confirma le fait qu'il devait aller chercher Scotty le matin de l'Action de grâce après avoir effectué une livraison en Illinois la veille. Son fils et lui devaient se rendre ensemble au Tennessee et rentrer par la suite. Donnie ajouta qu'il n'avait jamais demandé à sa cousine Patricia Smith ou à qui que ce soit d'autre de passer prendre Scotty à son école. De son côté, Stephanie déclara aux policiers que le jour de la disparition de Scotty, elle avait fait la lessive chez elle avec son amie Suzanne. Stephanie croyait que Ruth, la première femme de Donnie, cachait Scotty quelque part. Elle déclara que Ruth était jalouse d'elle à cause de son mariage avec Donnie et qu'elle tentait par ce geste d'éclat de reconquérir son ex-mari. Les détectives interrogèrent ensuite la secrétaire de l'école de Scotty, le seul témoin qui avait vu le ravisseur de l'enfant face à face. On lui montra des photos de toutes les femmes de la famille, incluant la mère de Scotty, Ruth, et sa belle-mère Stephanie. Même si ces deux femmes s'étaient cachées sous des déguisements, la secrétaire était persuadée qu'aucune d'elles n'était cette personne aux cheveux foncés, portant des lunettes, qui était venue chercher Scotty à l'école le jour précédent. Après plus de 24 heures de recherche, il devenait de moins en moins probable qu'on retrouverait le garçon de 10 ans sain et sauf. Larry Lewis, alors détective au sein de la police d'État du Kentucky, prit la décision d'utiliser un détecteur de mensonges pour éliminer le plus de suspects possible au sein de la famille. Pour moi, le détecteur de mensonges n'est qu'une aide. Je n'y fais pas confiance à 100%, mais cela peut nous servir. On fit d'abord subir le test à Ruth, la mère de Scotty. Celle-ci fournit également un échantillon de son écriture afin qu'on puisse la comparer à celle de la femme qui avait signé le registre de l'école. L'écriture de Ruth ne correspondait en rien à celle du registre. De plus, le test au détecteur de mensonges n'indiquait aucun signe de tromperie. On m'a fait subir le test du détecteur de mensonges sans problème. Le détective m'a dit que je l'avais passé haut la main. Ainsi, on a immédiatement pu m'éliminer de la liste des suspects. On appela ensuite Donnie, l'ex-mari de Ruth, pour le soumettre à l'examen. Même si la police avait pu confirmer qu'il était à l'extérieur de l'État au moment de la disparition de Scotty, il pouvait quand même être mêlé à cette affaire. L'examen de Donnie ne fut pas concluant et indiquait qu'il avait pu mentir. On espérait obtenir davantage de réponses de sa jeune épouse Stephanie. La police se buta toutefois à un écueil, comme nous l'explique le détective Larry Lewis. On a demandé à Stephanie de se soumettre au détecteur de mensonges, mais elle nous a répondu qu'elle était enceinte. Au service de police de l'État, aucune femme enceinte n'est soumise à ce test. C'est dans nos politiques. J'ignorais alors si elle mentait ou si elle disait la vérité. Je l'ai donc envoyée à l'hôpital. Ils ont fait toutes les analyses et établi qu'elle était bien enceinte. Stephanie fournit toutefois un échantillon de son écriture. Mais tout comme celle de Ruth, elle ne correspondait pas à la signature de la femme qui était venue chercher Scotty. Stephanie fournit également un compte-rendu détaillé de ses activités de la veille. Elle soutint qu'elle avait passé l'après-midi à la maison avec son amie Suzanne à faire sa lessive. Cette activité leur avait pris quelques heures. Ensuite, elles avaient passé un certain temps au téléphone avec une autre de leurs amies. Au début de l'après-midi, elles avaient terminé la lessive et décidé d'aller chez Suzanne. C'est alors que celle-ci s'était rendue compte qu'elle avait égaré ses clés. Elle craignait de les avoir laissées dans le coffre de sa voiture verrouillé. Stephanie avait alors appelé quelques serruriers, mais n'en avait pas trouvé qui soit disponible. Suzanne avait fini par téléphoner à sa mère pour lui demander de venir la chercher. Stephanie donna aux enquêteurs l'adresse de Suzanne afin qu'elle puisse corroborer ses déclarations. Plus tard au cours de la soirée, les enquêteurs trouvèrent Suzanne, l'amie de Stephanie, chez elle à son appartement. Elle se détendait avec son mari, un camionneur, qui était à la maison pour le long week-end. Un des détectives lui demanda où elle se trouvait le matin de la disparition de Scotty Baker. Suzanne déclara qu'elle avait passé tout l'avant-midi à faire de la lessive chez Stephanie. Elle ajouta que vers 11 h, Stephanie et elle avaient parlé à une de leurs amies communes dans le but d'organiser une rencontre au cours du week-end.
Mais quand elles avaient appris la nouvelle de la disparition de Scotty, plus personne n'avait plus eu envie de sortir. Suzanne nous a donné la même version que Stephanie. Elle était chez son amie où elles avaient fait la lessive. Ensuite, elle avait reçu un appel. Plus tard, Suzanne s'était rendue compte que ses clés se trouvaient dans le coffre de sa voiture et elle avait appelé sa mère pour que celle-ci vienne la chercher. Suzanne fournit à la police le numéro de téléphone de l'amie commune. Cette dernière confirma plus tard les avoir effectivement appelés au téléphone. Le détective lui demanda de l'appeler si elle se rappelait quoi que ce soit d'autre. Il neigeait sur London, au Kentucky, le soir de l'Action de grâce, et Scotty était toujours introuvable. Je crois que c'était la première neige de l'année. Et je me souviens d'avoir été debout à la fenêtre à la tombée de la nuit. Je pensais que mon enfant était quelque part et qu'il avait sans doute froid à cause de cette neige. Parce que la personne avec laquelle il se trouvait ne lui avait certainement pas donné de vêtements chauds et il n'avait pas pris de bain. Je ne savais même pas si quelqu'un lui avait donné à manger. Je crois que cela a été la tempête de neige la plus triste de toute ma vie. Vendredi 27 novembre 1992, la police d'État du Kentucky appela le FBI pour avoir de l'aide. L'agent spécial Rod Kincaid du bureau du FBI de London apprit que Scotty avait disparu depuis 2 jours. Notre première préoccupation, c'était la sécurité de l'enfant. C'était aussi de faire en sorte qu'il revienne au plus vite auprès de sa famille. Plus une enquête s'étire, plus l'enfant demeure introuvable longtemps et plus il y a de risques qu'il ait été victime d'un meurtre. S'il s'agit d'un enlèvement, il y a plus de risques qu'on s'en soit pris à lui. Scotty pouvait être n'importe où. Les enquêteurs espéraient avoir encore assez de temps pour sauver cet élève de 5e année des griffes de son ravisseur. Le 27 novembre 1992, le lendemain de la fête de l'Action de grâce, la petite ville de London au Kentucky était toujours sous le choc depuis la disparition de Scotty Baker, 10 ans, 2 jours plus tôt. Comme on l'avait vu pour la dernière fois en compagnie d'une femme qui prétendait être de sa famille, l'agent spécial Rod Kincaid du FBI, de même que les détectives du comté, cherchèrent des réponses auprès de la famille de Scotty. Notre enquête a consisté principalement à examiner les membres de la famille de Scotty qui avaient facilement accès à l'enfant. Celui-ci était parti de son plein gré. On avait rapporté qu'il semblait très heureux en quittant l'école. Il n'avait pas peur du tout de la personne venue le chercher. Encore une fois, les enquêteurs rencontrèrent Ruth, la mère de Scotty. Elle n'avait guère dormi depuis la disparition de l'enfant. Elle déclara qu'elle n'avait reçu aucune demande de rançon. Ruth croyait que son ex-mari Donnie et sa femme Stephanie, de 21 ans, en savaient plus que ce qu'ils avaient déclaré. Elle se méfiait de la jeune épouse de Donnie. Elle déclara que Stephanie et elle ne s'étaient jamais fréquentées et qu'elles ne se rencontraient qu'à l'occasion dans les commerces de la ville. Mais Ruth ne lui adressait jamais la parole parce que, selon elle, Stephanie manquait de maturité et semblait jalouse d'elle. Quand elle était avec son amie Suzanne, elle se moquait de Ruth de loin. Elle ajouta que Stephanie avait également harcelé ses enfants. À peine une semaine avant la disparition de Scotty, Stephanie avait pris l'enfant et sa sœur aînée en filature alors qu'ils rentraient ensemble à la maison. Scotty croyait que Stephanie le détestait parce qu'il venait souvent voir son père Donnie. La jeune femme se sentait apparemment menacée par l'étroite relation entre le garçon et son père. Selon Ruth, Scotty n'aimait pas voir son père lorsque Stephanie était avec lui. Ruth semblait être une excellente mère. Elle a fait une très bonne impression sur moi. Je ne la croyais pas responsable de la disparition de Scotty. Elle se comportait comme se comporte une mère inquiète. Au bureau du FBI de London, les agents demandèrent à Donnie, le père de Scotty, de se soumettre à un deuxième test au détecteur de mensonges. Cette fois, il le passa avec succès. Il n'avait pas menti. Donnie avoua alors que, tout comme Ruth,
il avait commencé à soupçonner sa jeune femme, Stephanie. Le détective Larry Lewis nous raconte. Donnie était un homme très calme. Ce n'était pas le genre à facilement sortir de ses gonds. Il nous a toutefois beaucoup aidés quand on a finalement réussi à le faire parler. Il a commencé par dire que Stephanie avait bel et bien des problèmes avec son fils, Scotty. La relation entre les trois était devenue extrêmement tendue. Juste avant que Donnie parte pour son dernier voyage, Stephanie s'était mise en colère parce qu'il n'avait pas manifesté beaucoup d'enthousiasme en apprenant qu'elle était enceinte. Elle était persuadée que c'était à cause de ses liens étroits avec Scotty. La jeune femme s'était plainte du fait qu'il passait plus de temps avec son fils qu'avec elle. Et comme Donnie était souvent parti à cause de son travail, le temps qu'il passait à la maison était limité. Pour Stephanie, Scotty semblait toujours avoir la priorité sur elle. Après avoir trouvé le journal intime de Stephanie, Donnie le remit aux enquêteurs à titre d'indice. Il contenait plusieurs passages troublants. Je me rappelle certains passages comme « Donnie aime davantage Scotty que moi »,« Je déteste Donnie » ou « Je déteste Scotty ». Et l'on pouvait aussi y lire « Je voudrais que Scotty disparaisse » ou qu'il lui arrive quelque chose. Il y avait donc de nombreuses indications dans son journal démontrant qu'elle détestait Scotty au plus haut point. Les agents convoquèrent Stephanie à un test au détecteur de mensonges. Contrairement aux politiques du Kentucky, les femmes enceintes doivent se soumettre à cet examen lorsqu'il est administré par le FBI. Quand l'examinateur lui demanda si elle savait ce qui était arrivé à Scotty, ses réactions indiquaient qu'elle mentait en répondant non. Après le test, on retint Stephanie pour lui poser d'autres questions. Munie des informations que contenait son journal intime et des piètres résultats de l'examen, les enquêteurs insistèrent pour qu'elle décrive en détail son alibi. Mais elle s'en tint à la même version. Elle déclara que le 25 novembre, le jour de la disparition de Scotty à l'école, elle se trouvait chez elle avec son amie Suzanne et qu'elles avaient fait la lessive toute la journée. Stephanie mentionna également la conversation téléphonique qu'elles avaient eue avec une amie commune à 11 h, ce qui avait été corroboré par Suzanne. Larry Lewis, alors détective de l'État du Kentucky, doutait autant de la véracité des propos de Stephanie que ceux de Suzanne. Suzanne et Stephanie semblaient avoir des réponses toutes prêtes. Elles disaient exactement la même chose, donnaient les mêmes heures. Cela m'a poussé à me demander comment elles en étaient arrivées à avoir des versions aussi ressemblantes, même lorsqu'il s'agissait de donner des heures précises. On a donc décidé de pousser notre enquête sur Suzanne et Stephanie. Les agents souhaitaient vérifier les dires de Suzanne en la soumettant à un examen au détecteur de mensonges, mais celle-ci était introuvable. Ils appelèrent sa mère pour lui demander où la jeune femme se trouvait. Celle-ci déclara que Suzanne était partie en Floride avec son mari, un camionneur lui aussi, et qu'il devait y effectuer une livraison. Elle ignorait à quel moment il rentrerait. Un agent du FBI se rendit à l'entreprise de transport où travaillait le mari de Suzanne. Le gérant confirma que le camionneur était sur la route et qu'il devait arriver à Pompano Beach en Floride le lendemain matin, soit le 1er décembre 1992. Il ignorait toutefois quelle route il avait empruntée pour s'y rendre et si sa femme Suzanne et l'enfant de 10 ans se trouvaient avec lui. Comme il était trop loin pour être rejoint par radio, les enquêteurs ne pouvaient entrer en communication avec lui sur la route. Les enquêteurs du Kentucky se tournèrent alors vers l'agent spécial Roger Ramirez du bureau du FBI de Miami. Notre but, c'était de résoudre rapidement cette affaire et de retrouver l'enfant en vie. Quand on nous a transmis ces informations, on espérait qu'on trouverait le garçon sain et sauf avec le couple.
Comme on ignorait l'itinéraire précis du camionneur, il était pratiquement impossible pour les agents et la police de le repérer en ce début de soirée. Il ne restait que 12 heures avant l'arrivée du camion dans le sud de la Floride. Les agents seraient là quand la semi-remorque se garerait. En attendant, il fallait espérer que quelque part sur l'autoroute, un camion se dirigeait vers la Floride et que Scotty était à son bord. Les seules informations qu'on nous avait transmises, c'était qu'ils étaient partis de London au Kentucky et qu'ils se dirigeaient vers Pompano Beach. À nos bureaux de Miami, on nous avait nullement informé d'un autre arrêt. Comme le chargement était sous scellé, nous en avons déduit qu'il viendrait directement à l'entrepôt de Pompano Beach. À 7 heures du matin, le 1er décembre 1992, les agents du FBI arrivèrent à l'entrepôt comme prévu une demi-heure avant l'arrivée du camion. Mais ils constatèrent bien vite que le véhicule était déjà arrivé. Ils en eurent la confirmation en vérifiant le numéro de plaque d'immatriculation. La portière n'était pas verrouillée, il n'y avait aucune trace du conducteur, de sa femme Suzanne, ni de l'enfant disparu. C'est alors que les agents virent le camionneur surgir de l'arrière du camion. Il leur demanda ce qu'il voulait. On lui a demandé la permission de parler à sa femme. Il nous a dit qu'elle dormait dans la cabine. On lui a alors demandé la permission de fouiller le véhicule en vue de trouver l'enfant disparu, et il a accepté. L'enfant était introuvable, mais Suzanne était bien là, elle. Elle sortit de la cabine encore tout endormie. Elle déclara aux agents qu'elle ignorait pourquoi ils voulaient encore l'interroger. Elle avait déjà répondu aux questions de la police au Kentucky à propos de cette affaire. Elle accepta toutefois de coopérer et de répondre à toutes les questions que les agents pouvaient encore avoir à ce sujet. Ceux-ci dirent à son mari qu'il devait également fouiller dans la remorque. Le camionneur ne voulait pas briser les scellés sur la porte de la remorque. En effet, si les scellés étaient brisés, le client pouvait refuser la marchandise. Les agents photographièrent le scellé en question pour prouver que les conditions de livraison avaient été respectées jusque-là. Satisfait par cette mesure, le camionneur ouvrit la porte. Dans la semi-remorque presque vide, un agent se mit à la recherche de traces de l'enfant disparu pendant que le détective Lewis attendait impatiemment au Kentucky d'avoir des nouvelles. Dans mon fort intérieur, je savais depuis que les 24 premières heures s'étaient écoulées qu'il était plus que vraisemblable que l'enfant ait été victime d'un meurtre. Mais j'espérais toujours qu'il se trouvait dans le camion. Malheureusement, on a bien vu qu'il n'y était pas. L'agent du FBI de la Floride demanda à Suzanne de lui dire tout ce qu'elle savait à propos de Scotty, le beau-fils de son amie Stephanie. Suzanne déclara qu'elle ne savait rien et qu'elle n'avait par ailleurs jamais rencontré l'enfant. Elle accepta d'accompagner les agents à leur bureau pour y fournir ses empreintes digitales et être photographiée. Son mari, lui, devait rester à l'entrepôt avec son camion. Les agents de Floride reçurent alors d'autres instructions de l'agent Rod Kincaid du Kentucky. Je leur ai demandé de soumettre Suzanne au détecteur de mensonges afin de tester la véracité de ses propos. Ils ont également obtenu un échantillon de son écriture en lui faisant écrire des mots semblables à ceux utilisés dans le registre, et en particulier le nom de Patricia Smith. Au bureau de Miami, Suzanne fut photographiée. On prit ensuite ses empreintes digitales et on la soumit au détecteur de mensonges tel que requis. On découvrit alors qu'elle mentait sur son alibi au moment de la disparition de Scotty Baker. Bien qu'elle soutînt le contraire, le test révéla également qu'elle savait où l'enfant se trouvait. Pendant qu'elle fournissait un échantillon de son écriture, les agents l'informèrent des résultats du test.
Mais elle resta sur ses positions. Tout comme son amie Stéphanie, Suzanne ne pouvait être arrêtée simplement parce qu'elle avait échoué le test du détecteur de mensonges. Et à moins que sa signature ne corresponde à celle de la suspecte, les agents seraient contraints de la laisser partir. Le 1er décembre 1992, 6 jours après la disparition de Scotty Baker, 10 ans, de son école de London au Kentucky, les agents du FBI avaient fouillé un camion dans le sud de la Floride où, croyaient-ils, l'enfant pouvait avoir été caché. Mais Scotty n'était pas là. Par contre, ils avaient trouvé Suzanne, l'amie de sa belle-mère. Celle-ci avait déclaré n'avoir jamais rencontré Scotty, comme nous le raconte l'agent du FBI, Roger Ramirez. Suzanne avait nié savoir quoi que ce soit à propos de l'enlèvement de Scotty Baker, et encore moins y avoir participé. Elle nous avait dit qu'elle n'avait même jamais rencontré l'enfant en personne, ne l'ayant vu que sur photo. Suzanne avait suivi les agents du FBI à leur bureau de Miami pour y fournir des échantillons d'écriture qui seraient comparés à celles du ravisseur de l'enfant. Elle avait également consenti à se soumettre au détecteur de mensonges. Les résultats révélaient qu'elle mentait. Malgré ces résultats, la jeune femme de 22 ans continuait de dire que son amie Stephanie Baker et elle n'étaient pas mêlées à l'enlèvement de Scotty. Au bureau de Miami, elle nous a donné la même version des faits et elle a encore nié être impliquée dans l'affaire. Elle a même nié savoir quoi que ce soit à ce sujet. Toutefois, les enquêteurs croyaient qu'elle ne leur disait pas tout. Après 1 heure d'interrogatoire, Suzanne céda enfin. Elle avait sans doute compris que ce n'était qu'une question de temps avant que le FBI ne puisse prouver que sa signature correspondait à celle de la femme venue chercher Scotty à son école 6 jours plus tôt. Suzanne reconnut qu'elle s'était présentée sous le nom de Patricia Smith, une parente éloignée de l'enfant. Elle déclara que c'était Stéphanie, la belle-mère de Scotty, qui l'avait convaincue d'enlever l'enfant. Suzanne ajouta que Stéphanie voulait ainsi se venger de son mari. Suzanne nous a informés du fait qu'elles avaient enlevé Scotty à son école pour lui faire peur. Stéphanie était jalouse de la relation de l'enfant avec son père, Donnie Baker. Stéphanie était enceinte d'un enfant dont Donnie était le père, et elle était jalouse. Elle voulait effrayer et empêcher Scotty de voir son père. Stéphanie arriva à l'appartement de Suzanne la veille de l'Action de grâce, soit le 25 novembre à 9h30 du matin. Elle s'était disputée avec son mari Donnie et voulait que Suzanne l'aide à avoir sa revanche. Au début, Suzanne s'était montrée hésitante à participer à son plan, mais Stéphanie avait insisté et l'avait supplié de l'aider au nom de leur amitié. Suzanne avait fini par accepter. Suzanne s'est déguisée pour faciliter l'enlèvement. Stéphanie lui a également fourni un faux nom, celui d'une parente de l'enfant, qu'elle signerait sur le registre. Scotty n'avait jamais rencontré Patricia Smith, la cousine de son père, ni Suzanne. Stéphanie s'était dit que l'enfant la suivrait de son plein gré quand Suzanne lui dirait qu'elle l'emmenait voir son père. Suzanne déclara qu'elle avait passé le reste de l'avant-midi chez Stéphanie jusqu'à ce qu'elle parte pour l'école de Scotty vers 11h. Stéphanie se cacha sur la banquette arrière pendant que Suzanne allait demander à la secrétaire d'aller chercher Scotty. Suzanne déclara qu'elle ne se rendait alors pas compte que l'enfant ne reverrait plus jamais ses parents et amis. Ensuite, Suzanne déclara qu'ils étaient sortis de London, direction nord. Scotty lui dit à quel point il se réjouissait de partir en camion avec son père pour tout le week-end. Quand l'enfant s'est retrouvé assis dans le véhicule, Stéphanie, qui se trouvait derrière, a saisi l'enfant et elle a commencé à l'étrangler. Puis, elle a tiré son corps sur la banquette arrière. Suzanne l'a supplié d'arrêter. Mais comme elle nous l'a dit, Stéphanie avait perdu la tête. Scotty se débattait en donnant des coups de pied et en criant. Mais sa belle-mère de 21 ans était plus forte que lui.
En quelques instants à peine, l'enfant mourut. Suzanne continua à conduire. Elle ne savait pas quoi faire. Stephanie lui aurait alors dit qu'elle rejetterait la responsabilité de la mort de l'enfant sur elle, parce que c'était elle, Suzanne, qui était allée le chercher à l'école. En conséquence, Suzanne s'est vue forcée à l'aider à se débarrasser du corps. Les deux femmes se rendirent à une route abandonnée conduisant à une mine. Elles se mirent alors à chercher un endroit où cacher le corps. Suzanne ajouta que quelques heures plus tard, elles retournèrent sur les lieux avec de l'essence pour brûler le cadavre avant de l'enterrer. Les enquêteurs demandèrent à Suzanne de leur dire où se trouvait le cadavre. Elle leur donna des indications très précises. Je lui ai donné un stylo et du papier et je lui ai demandé de me faire un plan de l'endroit où le corps avait été caché. Suzanne m'a alors fait un plan très détaillé de l'endroit où se trouvait le cadavre de Scotty Baker, dans la région de London, au Kentucky. Au cours de l'après-midi du 1er décembre 1992, soit 6 jours après l'enlèvement de Scotty Baker la veille de la fête de l'Action de grâce, les autorités ont trouvé le cadavre carbonisé de l'enfant. Sa belle-mère, après avoir nié à plusieurs reprises être responsable de ce meurtre, a finalement tout avoué et a été arrêtée. La population a été atterrée en apprenant que cette femme enceinte ait pu ainsi s'en prendre à un enfant. Les enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire, notamment l'agent Rod Kincaid, ont été profondément affectés par le meurtre de Scotty. C'est un de ces cas auxquels j'ai participé pour le FBI que je n'oublierai jamais. Que cet enfant de 10 ans ait pu être enlevé de son école et tué ainsi était tout simplement effroyable. Les agents du FBI ont aussi une famille. J'ai 2 fils. Cela a été une affaire très difficile. J'étais malheureux pour les parents parce que je savais qu'ils aimaient leur fils. Suzanne, la complice et amie de Stephanie, a comparu la première. En raison de l'importante couverture médiatique, son procès a été tenu dans un autre comté. Tom Handy, l'avocat du 27e circuit judiciaire du Kentucky, a convaincu le jury de la culpabilité de Suzanne pour négligence criminelle, pour l'enlèvement d'un enfant et pour outrage à un cadavre. Comment a-t-elle pu continuer de conduire un véhicule avec cet enfant qui se faisait étrangler à côté d'elle? C'est incroyable. Elle a continué de rouler pendant les 5 minutes qu'a duré l'étranglement. C'est très long, surtout que l'enfant se débattait. On a trouvé de nombreuses marques de coups de pied sur le tableau de bord. Suzanne a écopé d'une peine d'emprisonnement de 25 ans pour ses crimes. Confrontée à la possibilité d'une peine de mort, Stephanie Baker, 21 ans, a plaidé coupable de meurtre et elle a été condamnée à l'emprisonnement à vie. 7 mois après son arrivée en prison, elle a donné naissance à un garçon. Ses parents élèvent maintenant cet enfant. Quant à son mari Donnie, il a divorcé. 10 ans plus tard, la mère de Scotty, Ruth Baker, ne s'est pas laissée détruire par cette tragédie. Je peux difficilement savoir ce qu'aurait été ma vie si Scotty avait vécu. Je crois que cela a fait de moi une meilleure mère pour mes 2 autres enfants et mes petits-enfants, car je suis devenue très protectrice. Ruth Baker rend régulièrement visite au cimetière où Scotty a été enterré. Suite à cette affaire, l'État a adopté une nouvelle loi obligeant toute personne allant chercher un enfant à l'école à présenter une carte d'identité avec photo. Les Baker espèrent que la perte de Scotty aura au moins servi à éviter de tels drames à d'autres familles.